Il est vrai que le baron avait déjà donné, et il ne cesserait de le faire jusqu'à sa dernière pièce d'or, des preuves de sa capacité à éblouir de plus amples assemblées, dans une tradition de potelage que les classes parvenues ne pouvaient concevoir, tiraillées qu'elles étaient entre l'ostentation de leur bien-être et la nécessité vitale d'une rétention de leur richesse. Les plus grandes brasseries de la nuit parisienne, les Frontins, les Ponts de Fer, les Brébant et les Gruber, et même le Café Riche qui était sur le point de fermer ses portes, reconnaissaient la supériorité en matière de finesse et de créativité des sauciers et rôtisseurs de l'un des derniers barons de la Haute-Bretagne. Kervadec, pourtant, continuait de les fréquenter, se faisant recevoir aux heures les plus tardives comme un tsar, un sultan, un kaiser. Doté en effet d'une incomparable gourmandise, d'un appétit foudroyant, le Breton appréciait tout particulièrement les soufflés à la crème de l'anglais, les dômes de glace du Véfour, les pigeons caramélisés et les pommes de terre Ernestine de Foyot, les truites saumonées et les galantines de chez Chabot, les consommés aux œufs pochés de la Pérouse. Il était intarissable sur ses barbus à la sauce hollandaise, ses aspics de filet de Lapro en chaud-froid, ses puddings d'abricots à la vénitienne. Cela ne l'empêchait nullement de se laisser tenter aux heures creuses de la nuit, après un dîner pantagruélique, par une bombe glacée à la poire de chez Maxim's ou l'un de ses potages à la tortue. Le festin le plus magnifique que de mémoire de fin de siècle il avait offert lui avait valu le surnom d'Héliogabal, prince des morts d'Empire, usurpant même aux yeux de certains le titre convoité de grand maître de la décadence, car jamais on ne lui avait connu de passion pour les éphèbes ou les serres déliquescentes, de pratique spéciale de l'hypertrophie sensorielle ou de complaisance dans les faisandages, atmosphère putréfiée de caves ou de cimetières. Ces agapes avaient achevé une réputation devenue dès lors mythique et qui échappait de ce fait à toute chronologie, sans que Kervadec estimât pour sa part avoir jeté en cette occasion ses derniers feux d'Amphitryon. Car rien n'était suffisant chez ces adeptes de la démesure. « Je ne veux pas un besogneux !» s'écriait-il dans les cuisines, surveillant les moindres faits et gestes de ces gens. « J'exige !» et sa voix s'enflait comme un orage. « Je réclame un mage, un enchanteur, un Merlin de la bectance. Pigez, bande de pigeons mal dégrossis !» L'insulte était du même registre que sa gloutonnerie. « De ce cuisseau, faites-moi une symphonie, faites pleuvoir, toujours avec doigté, la cannelle et le gingembre, la cardamone, fichtre oui. Inspirez-vous des ripailles offertes par les alaouites de Meknès à leurs convives après un égarement parmi les dunes du Sahara. À vous l'aventure. Évadez-nous, transportez-nous, renversez-nous de bonheur. » Et là, il commençait une longue énumération qui lui amenait un frémissement de babine. « Je veux, rugissait-il, des mauviettes de Pithiviers, des rouges-gorges de Metz, des langues d'agneau fourrées comme à Constantinople. Je veux de la noix de veau confite, de la gelée de pommes comme à Rouen. Que chante sous les candélabres en pleurs le raisin de Pézenas, que fonde sous le palais comme neige au soleil, parmi les girandoles de lilas et les jetées d'aubépine, les dragées à la rose et la praline à la fleur d'oranger de notre belle ville d'Agen. » Toutes ces bacchanales n'empêchaient nullement que certains soirs d'hiver, on venait faire prévenir ces gens que monsieur le baron se trouvait dans un état tel qu'il semblait improbable que, enfin, comment dire, que sa noblesse était jugée peu apte à se rendre dans ses pénates par ses propres moyens. C'est ainsi qu'il fallait aller le faire chercher dans un resto à 4 sous de Belleville, un mastroquet ou un manzingue de Ménilmuche, écroulé entre les bras d'une fille ou dans la flaque nauséabonde de son propre dégueulis. Elles étaient bien loin, pensaient alors tout bas les domestiques, les recommandations et les exigences, et cette voix de baryton
de commandeur au dernier acte d'un opéra qui peu de jours auparavant avait tonitrué, que vos entremets nous arrivent comme un trille, et même, en guise de dénouement à cet incroyable bas frais, que ce solo de compote à la rhubarbe résonne à nos papilles, sûr et dissonant comme une appoggiature.